Salam alaikum Mazul Fillaoun, bonjour. Voici ce qu'a déclaré hier Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, ministre français des Affaires étrangères. Je le cite. À l'invitation de nos amis algériens, le président français envisage de venir prochainement ici. Il était là, il n'y a pas si longtemps, mais l'Algérie lui manque. Fin de citation. Ya Amari. François Hollande est donc annoncé. Il arrive, il débarque. Il débarque. Ce serait bien s'il pouvait le faire à Sidi Faraj. Ce serait une belle cerise sur la tarte nationale. Certaines sources affirment que ce sera une visite d'amitié. D'autres, comme le rapporte le Watan, nous disent que ce sera une visite officielle. Des chichis protocolaires qui ne disent pas l'essentiel. Que l'ami François vient en Algérie en visite d'inspection. Il vient voir si ses désirs sont toujours des ordres, si tout va bien, si tout baigne. C'est qu'il est un peu surpris, le François. Jamais il n'aurait pensé que tous ces généraux qu'on disait si terribles allaient se coucher aussi docilement, lui obéir au doigt et à l'œil, faire rempiler un président sortant qui n'a plus sa tête et donner le pouvoir, tout le pouvoir, à son jeune frère sur son injonction. Jamais le François n'aurait imaginé pouvoir avoir barre avec autant d'efficacité sur ce régime algérien qu'on disait ombrageux et très anti-français. Et jamais il n'aurait osé rêver seulement que ce terrifiant DRS qui contrôlait tout dans le pays, sans lequel aucune nomination ni aucune rente ne pouvait se décider sans lui, pouvait être dégommé avec cette déconcertante facilité. Il découvre, le François, il découvre que ces généraux et tous ces barons joufflus, moustachus, fessus, ventrus n'étaient que des outres gonflées de vent. Leur réputation était surfaite, largement usurpée. En fait, le François a de quoi être fier de lui-même. Il est le seul président français à avoir découvert le talon d'Achille de tous ces fameux décideurs. Il avait tout simplement découvert qu'ils blanchissaient leur pognon, leur argent sale, celui qu'ils nous volent, en France. Ils le blanchissent en France. Et là, il leur a poussé la chansonnette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. En fait, ce n'est pas je te tiens, tu me tiens par la barbichette, c'est plutôt je te tiens par la barbichette. Hakmek Achour fil Houma d'or. Mais Fabius ne s'est pas contenté de cette hilarante sortie. Jamais dans un tout autre pays, moyennement honorable, il ne se serait permis de dire que le président français veut venir dans le dit pays parce que le dit pays lui manque. C'est juste qu'il nous prend pour des demeurés, mal décolonisés. Mais il ne s'arrête pas en si bon chemin. Jugez-en. Je le recite. Il y a beaucoup de projets, comme vous avez vu ce matin à travers les signatures que nous avons effectuées. Et ce sera au choix de nos amis algériens de décider dans quelle localité s'effectueront ces prochains projets. Fin de citation. Attendez, mais là, j'hallucine. Vous avez écouté? Il dit au parterre de journalistes français pour la plupart qui l'écoutent que c'est aux Algériens de décider dans quelles villes algériennes les projets seront réalisés. Encore heureux, monsieur le ministre.
encore un peu et les Algériens vont vous remercier de les laisser décider où ils doivent investir. Quoique. Et dans la foulée de cette annonce, comme par le plus grand des hasards, ne voilà-t-il pas que le président Bouteflika nous fait savoir, par le canal d'un journal en ligne, avant même que le communiqué officiel ne soit publié, TSA pour ne pas le nommer, il nous apprend qu'il procède comme un grand, tout seul, à un remaniement ministériel. Non pas qu'il charge le Premier ministre de former son gouvernement, mais juste qu'il change lui-même plusieurs ministres, quelques ministres, par d'autres, dans un curieux jeu de chaises musicales, qu'il envoie d'autres sur des voies de garage, qu'il en révoque d'autres, sans le dire expressément, le tout en gardant le même sempiternel Premier ministre et néanmoins son précédent directeur de campagne. Ou plutôt, pour être plus exact, celui qui a fait la campagne électorale à sa place, puisque lui-même n'est pas en mesure ni de faire une campagne électorale, ni de nommer des ministres, ni de les dégommer, ni de pouvoir signer leurs décrets, ni encore moins de pouvoir palabrer avec l'illustre François, qui va bientôt venir faire un brin de causette protocolaire avec lui, ou plutôt avec ses moulinets, juste pour la photo. Mais la question lancinante est: à quand une visite officielle du président Bouteflika en Algérie, aujourd'hui? TSA. Laurent Fabius en visite à Alger. Il y aura prochainement des projets dans le sud algérien par Amina Boumaza. Al-Watan. Laurent Fabius l'a annoncé hier à Alger. François Hollande envisage de venir prochainement en Algérie. Maghreb émergent. Algérie-France, Laurent Fabius se félicite d'un partenariat d'exception réussi par Younes Djem'a. Je remercie Sofiane Gilali, président de Gil Jadid, et Yahya Mkhiouba, membre du Conseil national du mouvement Rachad, qui sont tous deux avec nous pour parler de tout ça. Je vous rappelle que la première partie, nous discuterons donc à bâton rompu sur ces histoires, et que lors de la deuxième partie, nous ouvrirons le standard pour nos téléspectateurs. Sofiane Gilali, merci d'être avec nous. Toujours avec plaisir, c'est M. Nof. Merci beaucoup. Alors, votre réaction en tant que président de parti, en tant que membre important de l'opposition algérienne, à chaud, comme ça, sur les deux événements, l'annonce de l'arrivée de François Hollande et ce remaniement, ce curieux remaniement. Très bien. Si vous permettez juste, j'ai un petit message à passer avant de répondre à vos deux questions. Je viens de sortir à l'instant de l'endroit où se trouvent des avocats en grève de la faim. Ce sont des avocats du barreau d'Oran qui vivent une injustice depuis maintenant plusieurs mois. Et là, ils n'ont plus aucun recours sinon de faire la grève de la faim. Aujourd'hui, la presse en a parlé. Je voulais donner un peu plus d'écho à ce combat-là. Merci, merci. Nous allons leur consacrer une émission. Inch'Allah, je ne promets rien, mais nous essaierons de leur consacrer une émission. Inch'Allah, très bien. Autrement, par rapport à vos deux questions. Bon, en ce qui concerne le remaniement ministériel, je pense que c'était un remaniement purement interne, qui est technique. C'était pour enlever quelques épines du pied du Premier ministre, quelques ministres qui étaient sujets à polémique, d'autres à règlement de compte probablement, mais rien de grand sur le plan politique. Il n'y a ni ouverture, ni gouvernement politique comme le réclamaient certains partis qui soutiennent le président, ni perspective d'un changement un peu plus sérieux à l'avenir. Je pense que c'est un gouvernement technique pour traverser l'été en attendant la tempête de l'automne, vu la dégradation très grave et très avancée maintenant de l'économie du pays. Donc voilà, sans grand événement. Il y a des ministres cités lors des procès en cours
sur Khalifa Bank, mais aussi sur l'autoroute, mais qui sont ici, toute honte bue, ils n'ont honte de personne, ils trônent toujours sur leur siège ministériel, donc rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, quant à la visite du président français, je crois qu'il faut reconsidérer ces relations à la lumière du passé, bien sûr, et surtout du présent. Le passé, comme tout le monde le sait, les relations algéro-françaises ont toujours été marquées par les 132 ans de colonisation. Il est très difficile de renouer une relation saine et normale. La France, toujours protégeant sa propre image par rapport à son opinion publique, ils ne veulent pas reconnaître les crimes dont ils sont les auteurs parce que comment voulez-vous que la France des droits de l'homme, la France de 1789, la France de la Révolution, cette France-là, comment peut-elle reconnaître tous les crimes qu'elle a commis durant tout le 19e et le 20e siècle? Donc ça devient très compliqué. On veut construire des accords économiques, un échange économique, un développement qu'on dit bénéfique pour les deux parties. Mais dans la réalité des faits, tout cela n'est que la continuité d'une manière ou d'une autre, d'une colonisation qui ne veut plus dire son nom, mais qui est, disons, accueillie à bras ouverts par les responsables qui, eux, portent toujours en eux la psychologie du colonisé. Je suis désolé de le dire, mais du président de la République à ses ministres, ils sont tous encore des colonisés en puissance. Restez avec nous, Soufiane Djilali. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour vous poser la question sur ce que vous venez de soulever. Vous avez parlé de règlement de compte pour certains de ces ministres. Je vous demanderai si vous avez des précisions à nous donner. Yahya Mkhioba, merci d'être avec nous. Merci à vous, M. Benchinouf. Yahya Mkhioba, votre avis à chaud, comme Soufiane Djilali, sur cette question, sur ces deux questions? Alors, la première, tout d'abord, bonsoir à vous, M. Benchinouf. Bonsoir à M. Soufiane Djilali. Et bonsoir à vos téléspectateurs. En premier, disons, cette dernière nouvelle qui vient de tomber, c'est-à-dire un remaniement partiel du gouvernement, il y a un remaniement, il y a des ministres qui viennent et qui s'en vont, et c'est cela la nature d'un régime où les ministres sont des technocrates. Les ministres ne sont pas des personnalités politiques, où le poste de ministre n'est pas un poste politique. C'est-à-dire que les gens viennent et repartent et personne ne peut comptabiliser leur bilan ou savoir un petit peu connaître leur bilan, est-ce qu'il a été positif ou négatif. On voit par exemple le départ de la ministre de la Culture qui fait les frais des attaques de Louisa Hannoun. Là, on peut mesurer un petit peu le poids de Louisa Hannoun dans le schéma du pouvoir actuel. On voit le départ du ministre de l'Intérieur, un Tlemcenien et un autre ministre de l'Intérieur, Tlemcenien, qui arrive. Donc on est dans la... Je m'excuse de parler comme ça, mais le président Bouteflika l'a voulu ainsi. On est dans la villagisation du politique ou du gouvernement. C'est un gouvernement qui comporte 70 à 80% de ministres qui appartiennent au même patelin. C'est dommage qu'en 2015, qu'au troisième millénaire, qu'un gouvernement algérien réponde à la culture du village ou à la culture de la Deshra. Troisièmement, vous parlez et je voulais souligner que le plus important dans ce remaniement gouvernemental partiel, c'est que dans la société algérienne, c'est un non-événement. Les Algériens vont se réveiller demain, ceux qui travaillent vont aller travailler, ceux qui commercent vont aller commercer, les chômeurs vont encore tenir les murs dehors dans les quartiers populaires, El Fellah il va aller dans sa ferme sans qu'il y ait un événement majeur dans la société. C'est-à-dire qu'on est dans une rupture entre la société et le gouvernement, entre le gouverné et le gouvernant, qui fait que qu'il y ait un changement de gouvernement ou pas, un remaniement partiel ou pas, c'est un non-événement dans la société algérienne. Ça reste un événement dans la stratosphère un petit peu médiatique. Quant à la visite annoncée du président français François Hollande, votre deuxième invité, M. Soufiane Djilali, a bien finalisé son intervention en disant que on est toujours dans le rapport du colonisé au colonisateur, et surtout du côté algérien où le chef de l'État Bouteflika et les ministres se comportent comme des colonisés, comme l'a dit
comme l'a écrit Feu Malik Ben Nabi, rahimahullah. Donc, on est dans un rapport du colonisé qui est super content de recevoir son chef suprême, qui est François Hollande, dans une visite de courtoisie. On ne connaît pas dans les relations internationales entre deux pays une visite de courtoisie. On connaît des relations, on connaît plutôt des visites d'État, des visites de travail, des visites pour signer des accords, mais une visite de courtoisie, vous comprenez bien qu'on est dans une relation assez spéciale. Vous avez deux livres qui sont deux livres références qui résument un petit peu la relation entre l'Algérie française. Le premier, écrit par Jean-Baptiste Rivoire et un historien algérien que j'ai oublié son nom. Lounis Agoun. La France-Algérie, Lounis Agoun, voilà. La France-Algérie, j'invite vos téléspectateurs à le lire. Et là, ils comprendront très bien la nature des relations franco-algériennes. Et on est dans cette continuité de la France-Algérie. On a, sur un plan plus large, on a la France-Afrique. Et sur un plan plus particulier, plus spécial et plus solide, surtout avec le retour de Bouteflika en 99, le système France-Algérie qui continue, qui se perpétue. Et comme l'a dit Winston Spencer Churchill, le Premier ministre britannique, dans les relations internationales, il n'y a pas d'amour qui dure, il n'y a pas d'amitié qui dure, il n'y a que les intérêts qui durent. Si le président François Hollande se déplace en Algérie pour une visite de courtoisie, c'est qu'il a beaucoup d'intérêts en Algérie, surtout une Algérie qui commence à finir économiquement, et je le regrette de le dire ainsi. Donc il y a quelques sous à prendre, des sous, comme l'a dit Ali Haddad, le patron des patrons algériens, il y a quelques sous encore à prendre en Algérie. Ben, ils vont venir se servir et puis laisser les Algériens dans une crise économique qui s'annonce de plus en plus. Restez avec nous, Yahya Mriouba. Soufiane Djilali, vous avez parlé de règlement de compte. Yahya Mriouba vient de nous parler de Louisa Hnoun qui avait un problème maille à partir avec la ministre de la Culture qui a finalement été dégommée, ce qui laisse penser que, comme vient de le dire Yahya Mriouba, tout le monde va faire la jonction, la relation et penser que soit Louisa Hnoun était en mission désignée par quelqu'un pour régler le compte à cette ministre de la Culture, soit qu'elle a l'oreille du principal décideur. Et donc, à partir du moment, les gens vont trembler devant cette dame. Mais sinon, règlement de compte, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? En réalité, bon, je n'ai pas d'informations précises. Il y a des supputations et je ne voudrais pas rentrer dans ce genre de polémique. Bien entendu, Madame Louisa Hnoun s'était attaquée à un certain nombre de ministres. Certains sont restés au gouvernement. D'autres sont partis, c'est le cas de Madame Labidi, mais celle-ci, semble-t-il, avait à plusieurs fois demandé ou déposé sa démission et on lui aurait demandé de patienter jusqu'au remaniement. Maintenant, je ne sais pas quelle est la réalité des choses. Pour vous dire, en fait, c'est secondaire. Ce qui est important pour l'Algérie, ça aurait été d'engager le pays dans de vraies réformes, de faire en sorte d'atténuer le choc de la crise qui se profile, de se préparer à remobiliser les Algériens, à construire un avenir. Et tout cela serait passé par une refonte du système algérien, par des élections qui soient garanties, transparentes, où chacun aurait pu participer. Mais c'est tout le contraire qu'on voit. C'est un pouvoir qui panique, qui se referme sur lui-même, qui empêche les partis politiques de se réunir, qui ne donne plus les autorisations de réunion publique à des partis agréés, qui est devenu paranoïaque, qui a peur de tout, qui ferme les dossiers de la corruption au plus vite. On se demande si il ne commence pas à prendre conscience que tout le système est en train de s'effondrer sur lui-même. Et la question qui se pose, est-ce que M. Hollande ne vient pas tout simplement dire au revoir et remercier le président Bouteflika pour tous les services rendus à la France, car je ne comprends pas ce que viendrait faire le chef de l'État français. Il ne peut pas être reçu par le président de la République et il ne peut pas engager de vraies discussions. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à discuter. Donc c'est peut-être plus une visite de remerciement qu'autre chose. Ou une visite d'inspection. Les informations sur la santé du président sont plus précises pour les Français,
puisque c'est eux qui gèrent la santé du président de la République. Peut-être qu'il y a quelque chose qui les inquiète de ce côté-là. Soufiane Gilali, vous êtes un homme politique, vous êtes le président d'un parti de l'opposition qui est très actif. Ce qui m'a beaucoup étonné, moi, en tant que journaliste, c'est que cette déclaration de Laurent Fabius, ces deux déclarations, que l'Algérie manque à François Hollande, c'est nous prendre vraiment pour des indigènes. Mais la pire, c'est celle où il dit les Algériens pourront choisir les villes où s'engageront les réalisations de ces projets. C'est énorme. Moi, je suis très étonné qu'il n'y ait pas eu de réaction digne de ce nom pour dire à ce monsieur, mais qu'est-ce que vous croyez, monsieur le ministre, les Algériens, c'est à eux de décider ce qui va se passer chez eux. C'est pas à vous de nous dire que d'investir à Annaba et pas à Ouaran ou pas à Ouargla. Comment expliquez-vous ce manque de réaction devant une telle outrance, devant une telle insulte, j'allais dire? Oui, je vais faire un parallèle. Vous savez que c'est comme en médecine. Lorsque votre corps est soumis à une attaque trop violente par des corps étrangers, par des virus ou des bactéries, à un certain moment, la barrière immunitaire, elle s'effondre. C'est ce qui est en train de se passer ici. Les choses sont tellement immenses que tout le monde est écœuré et qu'on n'a plus de réaction possible. Les gens sont anesthésiés, ils regardent les massacres et ne bougent plus. Voyez les milliards de dollars qui défilent et puis les gens ne réagissent plus. Il y a une forme de dépassement. Nous sommes inondés par ce jeu de massacre. On est tétanisé devant tant d'horreurs commises par ce régime. Lorsqu'on voit les images du président qui étaient diffusées par France 24 il y a 2 jours, c'est tout simplement odieux, c'est inexplicable. Alors, face à tant de déversements d'images aussi honteuses pour nous, je pense qu'on est en train petit à petit on est en train de perdre notre système de défense. On n'arrive plus à se révolter, on n'arrive plus à crier tellement les choses sont devenues très graves. J'ai déjà raconté cette histoire, un peu cette grenouille. Oui, rappelez-la nous. J'allais vous demander de nous la rappeler parce qu'elle est tellement parlante, cette image. Voilà. Cette grenouille qui est dans l'eau et qu'on met sur le feu et qu'on chauffe très progressivement, elle ne se rend compte de l'ébullition de l'eau que tardivement lorsqu'elle ne peut plus bouger et elle va mourir là-dedans toute cuite. C'est ce qui arrive au peuple algérien. On est sur le feu, on est en train de mourir à petit feu. Et le jour où on voudra réagir, il sera déjà bien trop tard. On essaye de le faire depuis maintenant quelques années, ces derniers mois, avec votre aide à Maghrébia, avec d'autres. Mais j'ai bien peur que le choc sera inévitable et la douleur et la facture sera très très élevée. Sur ces paroles ô combien pessimistes, je vous remercie, Soufiane Gilali. Vous nous quittez, Merci à vous. Merci. Mais ces derniers mots ne sont pas pour dire qu'il faut baisser les bras, mais pour encore repartir, encore et encore. Permettez-moi juste de dire une chose. J'avais un professeur qui nous disait, lorsque vous ne pouvez plus, eh ben vous pouvez encore. Alors, parfois, nous sommes dans cette situation, on n'en peut plus. Mais c'est là où il faut faire encore et pouvoir encore. Merci, M. Benchenou. Merci, Soufiane Gilali, en espérant vous revoir bientôt. Yahya Mkhioba reste avec nous pour la deuxième partie qui sera consacrée aux appels des téléspectateurs qui pourront poser des questions à Yahya Mkhioba ou exprimer leur avis sur ces 2 questions. Un petit intermède et nous revenons à vous.
Yahya Mkhiyouba. Yahya. Yahya, je ne vous entends pas. Je vous écoute. Je vous Voilà, entends très bien. Très bien. Donc, vous avez entendu la parabole de la grenouille que vient de nous dire Soufiane Djilali. Je vous repose la même question. Comment se fait-il que personne, presque personne dans la société civile, même pas les journalistes, n'ait réagi à cette déclaration de Laurent Fabius qui dit que les Algériens pourront décider où dans quelle ville, dans quelle localité, a-t-il dit, ils pourront investir. C'est comme si il nous a fait une grande faveur que de nous permettre de décider où on va investir. Donc, vous faites bien de me poser cette question, M. Bouchino, parce que ça faisait longtemps que je voulais évoquer ce sujet. Votre invité, M. Djilali Soufiane, en a parlé. Il a dit que cette société, elle est anesthésiée, elle regarde la catastrophe venir et ne bouge pas ou ne réagit pas. C'est le même constat que je fais. Mais la différence dans le constat, c'est qu'on peut faire le même constat, mais les raisons de ce constat ou les raisons de cette société ou de cette anesthésie généralisée dans la société algérienne, si on parle de la société civile, de la presse, des partis politiques, des syndicats, pourquoi on en est arrivé là? Oui, oui. Vous trouverez, M. Belchinov, dans 90% ou 95% de l'opposition algérienne, des partis politiques, surtout ceux qui sont agréés, ils vous diront que c'est depuis l'arrivée de Bouteflika qu'on est comme ça. Ou c'est Bouteflika qui est la cause principale de cette situation. Oui. Ce n'est pas vrai. Oui. Ce n'est pas vrai parce que Bouteflika est une cause. Bouteflika a mis la cerise sur le gâteau dans le processus d'assassinat de la société algérienne. Yahya, n'oubliez, je vais vous interrompre, mais je reviendrai vers vous pour vous permettre de continuer sur votre démonstration. Nous allons accueillir quelques appels. Belkacem de France. Oui, bonjour, M. Bouchnouf. Bonjour, M. Belkacem. Laissez-moi un petit peu vous parler, M. Bouchnouf. C'est très gentil. Je vous en prie. Bon, écoutez, moi, au niveau de François Hollande, c'est l'intérêt de son pays. Oui, en effet. L'intérêt économique. Tout à fait. Ils sont là pour l'intérêt économique. Mais concernant nous, les Algériens... Oui, poursuivez, on vous écoute, Belkacem. D'accord. Concernant nous, les Algériens, moi, écoutez, il n'y a qu'une seule solution. L'Algérie, au point qu'on en est, la limite rouge est dépassée depuis longtemps. Notre pays est en danger. Moi, je suis d'accord avec M. Haroun, que vous avez reçu il y a quelque temps, que je vous ai vu. Oui. Il faut un coup d'État pour enlever toute cette mafia. C'est la seule solution. Parce que ces gens-là, on ne peut pas discuter. Très bien. Merci. Merci, Belkacem. Je reviens à Yahya. Vous pouvez continuer ce que vous disiez ou répondre à Belkacem. D'accord, très bien. Alors, un coup d'État. Donc, je reviens à votre auditeur depuis la France et ce que disait Soufiane Djilali. C'est que la cause de cette anesthésie généralisée en Algérie, c'est l'intervention, je le dis et je le redis, l'intervention des militaires dans le champ politique. Quand l'état-major algérien en 92, en 91, a décidé d'interrompre un processus politique et de mettre le pays à feu et à sang, d'imposer une guerre civile aux Algériens, on ne peut espérer que ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire quand vous imposez une guerre civile où il y a eu 200 000 morts, quand vous mettez des chefs de l'État, des chefs du gouvernement, on a eu une vingtaine de chefs du gouvernement en 15 ans pour justifier une guerre civile, quand vous donnez toutes les richesses du pays aux sociétés américaines, françaises, hollandaises, britanniques, allemandes, pour avoir des devises, pour pouvoir acheter des armes, pour combattre des Algériens, et mettre des Algériens contre des Algériens, après 10 ans ou 15 ans de guerre civile, il ne fallait pas espérer mieux que cela. C'est-à-dire que moi j'invite les gens qui disaient durant les années 90, qui disaient qu'ils ont agi de telle sorte pour sauver l'Algérie ou sauver la République, c'est celle-là la République que vous récoltez, une République anesthésiée, une société anesthésiée. Donc le mal n'est pas venu avec Bouteflika, il n'a pas commencé avec Bouteflika, il a continué avec Bouteflika, il s'est accentué avec Bouteflika, mais le mal commence à commencer quand les militaires sont intervenus dans le champ politique. Je vous remercie. Merci Yahya.
Ahmed d'Alger. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bonjour, monsieur Jamal. Bonjour, c'est Ahmed. À vous et monsieur Yahya et vos invités et à tous les téléspectateurs. Merci. Non, je suis chauffe. Alors, François Hollande, je suis sûr que monsieur François Hollande ne soit pas reçu comme a été reçu Sellal et ses ministres à Paris par un secrétaire d'État en tenue de chasse. Absolument, absolument. Je suis très sûr et je suis Absolument. très Jamal. Barakallahu fik. Je rappelle un secrétaire d'État qui a reçu Sellal en tenue de chasse et qui l'a précédé sur le tapis rouge. Lui était devant et Sellal était derrière. Mabrouk d'Alger, nous dit-on. C'est Mabrouk? Bonjour. Bonjour, c'est Mabrouk. Monsieur Bechinov, c'est un honneur de parler avec vous, d'ailleurs. Merci, tout l'honneur est pour moi, Simbrock. C'est pour juste au sujet de la visite de François Hollande. Oui. Alors, vous pouvez vous exprimer. Allez-y, je vous en prie. C'est au sujet de la visite de Monsieur le président français. Oui. Je veux dire simplement que les Français, ils ont eu l'habitude, c'est-à-dire de ranger notre société, de profiter encore de l'Algérie. Ils vont venir en Algérie, c'est pour profiter, c'est pour investir en Algérie, c'est pour leur intérêt, c'est pour l'intérêt de leur peuple. Mais en contrepartie, nos dirigeants ne savent pas sauvegarder, ne travaillent pas, c'est-à-dire en collaboration avec les étrangers, surtout les Français notamment, pour l'intérêt de leur peuple. Merci, merci Simbrock, merci. Malika de France. Malika. Allô? Allô Malika, marhaba bik. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Benchenov. Bonsoir Malika. Voilà, en 2 mots. Je vous en prie. Monsieur Laurent Fabius, il est venu avec une liste de personnes qui doivent dégager du gouvernement. C'est tout simple que ça. C'est eux qui décident, c'est eux qui font la pluie et le beau temps en Algérie. Ils sont venus prendre toutes les richesses de notre pays et voilà, mettre l'Algérie à genoux. Et l'Algérie va comme un avion qui fait un crash. Merci Malika, merci. Je laisse Yahya répondre à ces téléspectateurs. Oui, je réponds en disant que oui, ils viennent prendre les richesses, ils viennent prendre de l'argent, c'est normal. C'est ce que j'ai dit au début de cette émission, c'est que c'est les intérêts qui régissent un petit peu ou le tout des relations diplomatiques entre deux pays. Mais je reviens au système immunitaire dont a parlé M. Soufiane Djellali au début. Il a dit qu'il était anesthésié. La vision algérienne ou la vision du régime algérien est que le système immunitaire du pays doit être l'armée. Je ne suis pas contre l'armée. On doit avoir une armée forte. On doit avoir une armée professionnelle. Mais le système immunitaire d'un pays, M. Bechenov, c'est la société. C'est une société forte. C'est une société consciente. C'est une société formée et surtout une société civile indépendante et libre. Libre de choisir ses gouvernants, de les faire et de les défaire. Faire un gouvernement et de le défaire. De d'élire des députés et de ne plus le réélire 5 ans après. En ayant une justice indépendante, en ayant une constitution qui garantit les libertés individuelles et collectives. Yahya, pardon, nous avons beaucoup d'appels. Je vous demanderai d'abréger un peu vos interventions pour pouvoir laisser les gens s'exprimer. Alors, Abdelrahim de France. Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam, ahlan, c'est Abdelrahim. Ahlan wa sahlan, Rabbi Hennek. Je voulais juste intervenir par rapport à tout ça. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites là. D'accord, exprimez-vous. Parce qu'en fait, la France investit en Algérie, donc c'est un gain pour les Algériens, pour les gens qui ne travaillent pas. Oui. D'accord. C'est de la création de l'emploi en Algérie. Oui. Voilà. Parce qu'on a l'habitude de voir les Algériens sont tous des chômeurs. Moi, je connais des gens qui dépassent des 60 ans. Wallah al-azim, ma khadem fi hiyatou dqiqa. Donc, c'est une occasion pour nous, par exemple, par rapport à l'entreprise Alstom qui partait à Naba pour investir et tout. Donc, ça sera 400 emplois créés. C'est 400 emplois. Oui, plus que 400. Dans un pays où il y a des millions de chômeurs. Des millions de chômeurs, ben oui.
c'est une bonne initiative. Oui, d'accord, C'est mais une très bonne initiative. on n'a pas dit le contraire. Moi, je comprends pas, vous dites, si on n'est pas d'accord, vous n'étiez pas d'accord avec ce que nous disions, mais nous n'avons rien dit contre les projets en eux-mêmes. C'est la façon un peu cavalière avec laquelle a parlé Laurent Fabius et tout ce qu'il y a en dessous qui nous interpelle. Mais sinon, sur le principe, il n'y a aucun souci. Avec la France ou avec un tout autre pays? Ben, oui, moi, de toute façon, j'ai une autre interprétation à la chose et tout. Moi, je dis bien que ça sera une occasion, il faut s'ouvrir sur d'autres pays, d'autres entreprises étrangères pour que les Algériens puissent travailler un petit peu. Merci, c'est Abdelrahim. Merci. Ali de France. Ali, alors Mohamed de France. Salam alaikum, c'est Jamal. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je vais donner mon point de vue, comme d'habitude, c'est Jamal. Je vous en prie. Donc, le constat est flagrant aujourd'hui, c'est Jamal. Oui. On voit les sinistres algériens, pour ne pas dire les ministres, parce qu'ils ne méritent pas la fonction. Ils sont en garde à vue et en garde à vous. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Leur souverain. D'ailleurs, j'ai une remarque. Vous avez la cravate de M. Fabius, c'est de la couleur bleue, c'est-à-dire de la couleur de drapeau israélien. C'est un détail quand même. La France aussi a la couleur bleue dans son drapeau. C'est un clin d'œil, Oui. D'ailleurs, même le sinistre rouge, il est signé en bleu. Un clin d'œil à son souverain, si vous voyez ce que je veux dire. Merci, c'est Mohamed. Abou Walid de Londres. Bonsoir, Jamal. Bonsoir, Abou Walid. Moi, j'ai une question à ton invité, c'est que et pourquoi les chefs de parti qu'on a en Algérie, que ce soit Mouarada ou Moualet, comme ils disent, et pourquoi le rôle se fait que anticiper les choses? Je n'arrive pas à comprendre, moi. J'ai eu M. Djilali Soufiane qui parlait de ce qui va se passer, de ce qu'on vit, de ce qui tout. Mais moi, je pense, un simple citoyen, mais c'est pas ton rôle, c'est pas le rôle d'un chef de parti. Toi, tu es là pour sauver le pays, toi et tes autres. Mais ce qui concerne la visite de M. Hollande, moi, je pense qu'il est là. Si tu as vu ce qui se passe en FLN comme parti et tout, moi, je pense qu'ils ne sont pas d'accord sur le après Bouteflika. Une visite de courtoisie, moi, je ne comprends pas. Moi, je comprends une visite de mettre ou de se mettre d'accord les partis qui se battent pour l'après Bouteflika. Merci. Merci Abou Walid. Nous sommes obligés d'écourter un peu, il y a trop d'appels. Mouhyiddin de Blida, des appels qui nous réjouissent, soit dit en passant. Bonjour. Bonjour. Je voulais dire deux choses, Bok. Je vous en prie. Concernant les investissements qui sont réalisés directement par les Français, je crois que ça a été démontré par nos amis, notre ami M. Benoueri. C'était des investissements dérisoires. Quand on connaît par exemple la production de Renault en véhicule automobile, qu'est-ce que c'est que la production d'Oran? Ou qu'est-ce que c'est que la production marocaine par rapport à la production d'Oran? Ça c'est une chose. Donc j'ai démontré. La deuxième chose que je voulais dire un petit peu, et ça n'a pas un petit peu plu pour M. Soufiane Djilali, c'est que le peuple algérien n'est pas anesthésié. C'est que le peuple algérien en a marre de la violence. Il demande qu'à être organisé pour. Il arrivera un jour où il sera organisé pour enlever toute cette vermine qui actuellement dirige ce pays. Merci Mouhyiddin. Je vais laisser Yahya vous répondre et répondre aux autres téléspectateurs. Oui, alors, je réponds à celui d'avant qui appelait de France. Dire que le rôle des chefs de parti, c'est de sauver le pays. Il y a un souci de son, il me semble, nous vous entendons pas très bien. Là, vous m'entendez mieux, là? Oui, mieux, oui. Je voulais dire que votre téléspectateur qui disait que Soufiane Djilali, c'était sans rôle de sauver le pays. Il y a un souci, Un souci de sang? Yahya, je vais prendre la parole un petit moment, le temps qu'il vous appelle au téléphone. Pour vous prendre au téléphone, vous restez avec nous sur Skype pour vous permettre, parce qu'il semble qu'il y ait un petit
incident technique. Donc, vous pouvez donc nous appeler aux numéros qui ont été affichés, qui sont affichés devant vous. Je voulais dire à Mohiyeddine, le dernier intervenant, mon point de vue personnel. Effectivement, moi aussi je pense que nous sommes anesthésiés, nous ne réagissons plus à rien. Mais effectivement, les gens ont peur de retomber dans un cycle de violence. Mais le régime le sait très bien et il s'en sert très bien. Il nous agite la violence comme un épouvantail. Et plus que ça, maintenant, il agite l'épouvantail de la Libye, de la Syrie, pour nous faire peur, pour qu'il n'y ait aucune contestation possible. Mais personne n'a demandé aux Algériens de rentrer dans un autre cycle de violence. C'est au contraire, tout le monde est en train de dire attention, il ne faut pas tomber dans le piège de la violence, nous devons régler tout ça de façon pacifique. Avec nous, Yahya. Monsieur Béchino. Ah, très bien, on vous entend mieux. Là. Je voulais juste répondre à votre téléspectateur qui a appelé de France, qui a dit que le rôle d'un chef de parti, c'est de sauver le pays. Moi, je veux lui dire, c'est pas une réponse, mais c'est un avis. En tant que les Algériens, ils sont 40 millions d'Algériens. C'est pas le rôle d'un chef de parti ou de plusieurs chefs de parti de sauver le pays. C'est le rôle de 40 millions d'Algériens de sauver ce pays. Parce que c'est bien facile, c'est très facile de s'asseoir sur son fauteuil dans son salon, de regarder la télé et de dire que c'est le rôle des partis de sauver le pays. Non, c'est le rôle de tous les citoyens. Tous les citoyens algériens, qui soient en Algérie, qui soient en France, partout dans le monde, doivent participer, doivent être des citoyens actifs dans un processus de sauvegarde de ce pays, un pays qui coule économiquement. Votre téléspectateur en Algérie qui a dit que la société n'est pas anesthésiée, que le peuple algérien se relèvera. Oui, le peuple algérien se relèvera. Mais est-ce qu'il se relèvera quand ce sera trop tard? Parce que là, économiquement, dans un an, on va devoir aller négocier avec le FMI et la Banque mondiale pour emprunter de l'argent pour pouvoir boucler notre budget de fonctionnement. C'est-à-dire le budget de fonctionnement de l'État, payer les salaires et les retraites des Algériens. On en est là. Mais Yahya, est-ce que vous n'exagérez pas un peu, puisque les réserves de change, même en dépensant 80 milliards de dollars par an, ça va tenir à plus de 2 ans. Qu'en recourant aux réserves de change. Monsieur Béchino, on dépense plus que 80 milliards de dollars. On dépense 120 milliards, 130 milliards de dollars entre salaires, entre budget du fonctionnement de l'État, entre budget de l'équipement, les retraites et les importations et les transferts sociaux. Donc, tout ça coûte de l'argent en devises. Alors, si on arrête d'importer, parce que il y a une croissance incroyable de l'importation des biens et équipements et services de l'étranger, si on arrête d'importer, c'est le coût c'est le niveau de vie des Algériens. Ah oui. Là, celui des années 90. Là, le Vous avez une jeunesse, monsieur Benchenouf. À l'époque, vous étiez en Algérie, et moi aussi. La génération d'avant était habituée, et moi, c'est l'exemple que je cite tout le temps. La génération des années 80 était habituée à vivre avec un sac de semoule de 50 kilos et un bidon d'huile. Si on avait un sac de semoule de 50 kilos à la maison et un bidon d'huile, comme on disait, l'huile sans goût, à 5 litres à la maison, la ménagère était contente parce qu'elle pouvait boucler la fin du mois et ses enfants pouvaient manger que du pain, du bré, du refève. Mais la génération d'aujourd'hui, qui a vu le jour les années 90 et qui est devenue jeune dans les années 2000, qui a consommé, on lui a appris à consommer des biens et des services que le Coréen, que le Japonais, que le Français, que le Hollandais, que l'Américain construit et fabrique. Cette génération-là, on ne peut pas lui dire brusquement, c'est fini, on ne consomme plus, on n'a plus d'argent, il n'y a plus de PlayStation, il n'y a plus de Bein Sport, il n'y a plus de Seat Ibiza, on ne peut plus faire un plein de gasoil à 400 dinars. Le plein de gasoil va devenir 4000, 5000 dinars. Vous ne pouvez plus rouler dans les voitures de votre papa. Restez avec nous, Yahya. Draguer les filles dehors avec les voitures de vos papas. Et c'est cette rupture-là qui va créer un choc dans la société, qui va faire que, en l'état de l'absence de l'État algérien, maintenant il n'y a plus d'État, vous aurez une catastrophe sociale. Nous allons prendre quelques appels, Yahya. Nous allons prendre quelques appels. Fawzi de Sogaras. Alors, bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, Fawzi. Ah, nous avons été coupés. Est-ce que nous avons notre appel? Abou Adam.
Abou Adem de France. Yahya, allez-y Yahya, mais je me permettrai de vous interrompre quand il y aura des appels. Vous me couperez quand vous voulez, pas de souci. Merci. Donc c'est ce choc social qui va se produire. Inch'Allah, il ne va pas se produire. On ne le veut pas, on ne le souhaite pas. Mais c'est des réalités économiques qui sont là. Il faut juste lire les rapports de la Banque mondiale et du FMI concernant l'économie algérienne. Vous verrez. Là, il vient d'installer un ministre de l'économie qui disait il y a quelques mois sur une radio indépendante qu'il fallait dévaluer le dinar dans le double. C'est-à-dire que maintenant, si au marché noir, l'euro coûte 16 000 dinars, les 100 euros, dans 1 ou 2 mois, si on suit les politiques de dévaluation préconisées par ce nouveau ministre de l'économie, on aura 100 euros à 20 000, 25 000 dinars dans le marché noir algérien. Alors là, ça voudra qu'il y aura une inflation incroyable dans les biens d'équipement et services qui sont généralement ou majoritairement importés d'Europe. Donc ces gens-là qui achètent des baskets, des survêtements, et je parle des jeunes, je ne parle pas des pères de famille, hein, parce que c'est les jeunes qui sortent dans la rue. Ces jeunes-là qui ne pourront plus consommer comme on leur a habitué à le faire durant les 15 dernières années, durant entre parenthèses la bahbouha financière, comme disait Rohl, comme disait Bouteflika, ces jeunes-là, comme ils n'ont pas de repère social, comme ils n'ont pas eu une très bonne éducation à l'école, comme ils n'ont pas quasiment d'université, sachant qu'il n'y a aucune université qui est classée qui n'a été classée parmi les 500 meilleures universités au monde. Donc, c'est quoi le résultat? Vous allez avoir une anarchie sociale ingérable. Mais justement, Yahya, justement, à propos d'universités, de sociétés civiles, de représentants politiques du peuple algérien, vous savez que ce régime a fait le vide. Il a créé un désert politique. Il n'y a plus de forces autour desquelles, demain, des contestataires, le peuple algérien pourrait se rallier pour exiger des vrais changements. Il n'y en a plus. Sont laminés. Le peu de partis qui existent, qui font de l'opposition, sont isolés, ils n'ont pas les moyens de le faire. Les autres partis sont à la mangeoire. L'université a été vidée de sa substance. L'université qui est en principe à l'avant-garde de la société n'existe plus. Il n'y a à sa tête que des plagiaires et des faux professeurs et des faux docteurs. Des étudiants qui n'arrivent même pas à avoir un niveau à peu près équivalent à celui d'un niveau de lycée en Occident. Et c'est le vide. Demain, quand ce sera l'explosion, à Dieu ne plaise, vers quelle force vont se tourner les Algériens pour éviter de tomber justement dans la violence? Alors, déjà, les forces politiques existent, indépendantes, elles existent en Algérie et elles existent à l'étranger. Elles sont pas forcément dans le sillage des partis politiques agréés. Vous avez beaucoup de personnalités politiques en Algérie qui ont demandé à avoir des partis politiques et à qui on leur a refusé l'agrément. Je vous cite l'exemple de M. Karim Tabou, ancien secrétaire général du FFS. Il y a une opposition algérienne en Algérie, il y a des syndicats autonomes en Algérie, il y a une opposition algérienne à l'étranger aussi. Donc je pense que c'est vers cette opposition-là, vers ces structures-là, qui ne sont pas admises dans le harem politique du régime, qui seront le plus à même à être des salles, des forces, disons, qui auront toute leur importance Mais justement, Yahya, justement, qu'attendent ces forces saines, justement, dont vous parlez, que vous évoquez, qu'elles soient de mouvance islamiste, ou républicaine, ou communiste, ou tout ce que... Qu'est-ce qu'elles attendent pour s'unir maintenant qu'il y a le feu à la maison? Pourquoi elles attendent que la dalle nous tombe sur la tête pour dire nous sommes là, nous existons? Pourquoi elles ne procèdent pas à une union sacrée pour essayer de sauver le pays, justement? Par le passé, M. Bechef, il y a eu des unions sacrées entre ces oppositions. L'union ne pose pas problème, parce que le plus important, c'est qu'il y ait l'union des idées et l'union des objectifs. Je commencerai par l'union qui a été réalisée par le contrat de Rome en 95 et plusieurs initiatives qui ont suivi depuis. Malheureusement, vous avez le régime qui est resté sourd à ces appels et surtout une grande partie
de l'opposition d'aujourd'hui qui a dénigré le contrat de Rome en 95 et qui a continué à dénigrer toute l'opposition, surtout l'opposition non admise en Algérie qui est restée à l'étranger pour la traiter de terroriste et de je sais quoi. Vous avez aujourd'hui une opposition agréée qui n'est pas capable de sortir son bonhomme à Alger. Donc, c'est dire combien le régime a joué sur ça, a anesthésié cette opposition, parce qu'il l'a ramené à un moment dans son histoire, surtout dans les années 90, au mangeoire, et ces opposants-là d'aujourd'hui, moi je les appelle les opposants de 2012, ils croient que les Algériens ont oublié. Ben, on n'oublie pas. Yahya, je vais vous interrompre. On va essayer de passer encore un ou deux appels. Je connais maintenant. Allô? Mohamed de Tizi Ouzou. Ahlan, c'est Mohamed. Madame. Ahlan, c'est Mohamed. Tfadal. Bonsoir, monsieur Benchenour. Bonsoir, c'est Mohamed. Je suis très très fier de vous, monsieur Benchenour. Merci, et moi aussi, je suis fier de vous, c'est Mohamed. Oui. Pour ce sujet que vous avez abordé aujourd'hui, oui. Nous, la génération de la guerre, et après-guerre, nous étions très conscients du danger qui était notre pays de la part de la France, oui. De la part des colonialistes. C'est pour cela qu'on s'est opposé en 1963. Mais malheureusement, nos frères, à l'époque, ne nous ont pas compris. Eh bien, regardez où on est aujourd'hui. Et merci. Merci, c'est Mohamed. J'espère que votre appel a été entendu et compris. Merci beaucoup. Merci Yahya, Mkhiyouba, en espérant vous revoir plus souvent parmi nous. Au plaisir, Inch'Allah. Merci à tout le monde. Salam alaikum. Salama.